Bonjour tout le monde. Bon, j'espère que cette fois-ci, tout ira bien pour l'Internet parce que la semaine dernière, j'ai eu des petits problèmes avec ma connexion. Donc, on va continuer avec le muscle, le fonctionnement du muscle. Et cette présentation-là est tirée du Mariem. Donc, maintenant, on va voir la sixième partie. L'ATP nécessaire à la contraction musculaire est produite par la voie aérobie ou la voie anaérobie. Mais comme d'habitude, pour chaque chapitre, on a toujours les objectifs d'apprentissage. Donc, vous allez pouvoir décrire et comparer les trois modes de régénération de l'ATP pendant la contraction d'un muscle squelettique. Indiquer dans quel ordre ces trois modes interviennent lors d'une activité physique. Et, donc, vous allez être vraiment des moniteurs de sport. Vous allez pouvoir, grâce au cours de la première session, vous savez quel type d'exercice il faut faire pour développer quel type de muscle. Et maintenant, vous allez avoir le pourquoi de la forme d'entraînement que vous pouvez proposer à vos clients. Deuxièmement, vous allez pouvoir définir l'excès de consommation d'oxygène post-exercice et la fatigue musculaire et énumérer des causes possibles de la fatigue musculaire. Comme vous voyez, vous allez être vraiment des moniteurs de sport. Alors, la première section, la production d'énergie pour la contraction. Lors de la contraction des muscles, c'est l'énergie fournie par l'ATP qui rend possible le mouvement et le détachement des têtes de myosine. Le fonctionnement de la pompe à calcium, du RS, donc réticulum sarcoplasmique, ainsi que celui de la pompe à sodium-potassium dans la membrane plasmique. Chose surprenante, les quantités d'ATP emmagasinées dans les muscles sont peu abondantes. Elles permettent tout au plus une contraction de 4 à 6 secondes, mais elles suffisent. En effet, comme il est la seule source d'énergie et qui alimente directement la contraction, l'ATP doit être régénéré dès qu'elle est utilisée afin que la contraction se poursuive. Heureusement, l'ATP hydrolysé en ADP et en phosphate inorganique est régénéré en une fraction de seconde suivant trois voies. Et on va citer ces trois voies. Par phosphorylation directe de l'ADP par la créatine phosphate, B, à partir du glucose en empruntant une voie métabolique anaérobique, donc qui ne va pas avoir besoin d'oxygène, appelée glycolyse, C, par respiration cellulaire aérobique qui va donc nécessiter de l'oxygène. La glycolyse et la respiration cellulaire aérobique servent à produire de l'ATP dans toutes les cellules de l'organisme. Ces deux voies du métabolisme cellulaire, OK, que on va évoquer ici. Bon, c'est décrit dans un autre chapitre, mais on verra ça après. Donc, on va commencer par la première partie qui est la phosphorylation directe de l'ADP par la créatine phosphate. Donc, comme vous voyez sur le schéma, et la créatine et l'ADP, okay, vont former de l'ATP. Okay? Donc, c'est une réaction, c'est comme c'est écrit, réaction couplée de la créatine phosphate, okay, CP, qui va nous donner la créatine. Et ce phosphate de la créatine va s'unir à l'ADP pour donner l'ATP. Donc, pas d'utilisation d'oxygène. Okay. Le produit, ça produit un ATP par molécule de créatine phosphate. Et durée de réserve d'énergie, c'est de 15 secondes. Ça, c'est le schéma qui est expliqué. On va voir le laïus. La phosphorylation directe de l'ATP par la créatine phosphate. Au début d'une activité musculaire intense,
L'ATP emmagasiné dans les muscles actifs s'épuise rapidement. Okay? Donc, nous avons une réserve d'ATP dans les muscles. Puis, la créatine phosphate, une molécule à haute énergie très particulière emmagasinée dans les muscles, est utilisée pour régénérer l'ATP pendant que les voies métaboliques s'adaptent à l'augmentation soudaine de la demande en ATP. La réaction qui a lieu alors couple la créatine phosphate et de l'ATP. Globalement, il en résulte un transfert presque instantané d'énergie et d'un groupement phosphate, okay, de la créatine phosphate vers l'ADP, qui devient alors ATP. Les cellules musculaires emmagasinent environ 2 à 3 fois plus de créatine phosphate que d'ATP. Et la réaction créatine phosphate ADP, qui est catalysée par la créatine kinase, un enzyme, okay, par la créatine kinase, une enzyme est tellement efficace que la concentration cellulaire d'ATP change très peu au début de la contraction. Ensemble, l'ATP et la créatine kinase représentent dans le muscle, présentes dans le muscle, pardon, permettent de maintenir une puissance musculaire maximale pendant une quinzaine de secondes. Cette puissance suffit à un sprinter, on a courir vite pour courir un 100 mètres, ok, ou pour accomplir une activité légère plus longue, mais moins vigoureuse. Okay? La réaction couplée est facilement réversible et les réserves de créatine phosphate sont reconstituées au cours des périodes d'inactivité. Donc, c'est la première partie de la formation de l'ATP. Deuxième partie, c'est le mécanisme anaérobie qui est composé de la glycolyse et de la production d'acide lactique. Donc, au moment même où les réserves d'ATP et de créatine phosphate sont mises à contribution, d'autres quantités d'ATP sont produites par le catabolisme du glucose provenant de la circulation sanguine ou par la dégradation des réserves du glycogène musculaire. Okay? Donc, c'est la voie anaérobie. On nomme glycolyse, rupture de sucre, euh, la première phase de la dégradation du glucose. Cette voie s'active aussi bien en présence qu'en absence d'oxygène, mais comme elle n'utilise pas d'oxygène, il s'agit d'une voie anaérobie. Le glucose est scindé en 2 molécules d'acide pyruvique et une partie de l'énergie ainsi libérée sert à fabriquer un peu d'ATP. 2 molécules d'ATP par molécule de glucose. Okay? Donc, c'est ce qu'on montre ici. Voie anaérobie, glycolyse et formation d'acide lactique sous énergie, le glucose. Le glucose, pendant la dégradation du glycogène, est transporté par le sang. OK? Il y a une glycolyse. Okay? Il y a bien présence d'oxygène, mais l'oxygène n'est pas utilisé. Et la glycolyse se fait dans le cytosol, avec production de 2 molécules d'ATP et formation d'acide pyruvique qui va se transformer en acide lactique qui va retourner dans le sang. Lorsque l'oxygène est présent en quantité suffisante, l'acide pyruvique obtenu par la glycolyse pénètre dans les mitochondries et réagit avec l'oxygène pour produire encore plus d'ATP pour pouvoir appeler respiration cellulaire aérobique. Okay? Lorsque l'apport de sang et d'oxygène est entravé durant la contraction puissante, okay, la plus grande partie de l'acide pyruvique provenant de la glycolyse est transformée en acide lactique. Et l'ensemble du processus est appelé voie aérobie. L'apport du sang est entravé parce que les muscles se gonflent et compriment les vaisseaux sanguins qui s'y trouvent. Cela se produit quand l'activité contractile atteint environ 70% du maximum possible. Par exemple,
lorsqu'on court le plus rapidement possible sur une distance de 600 mètres. Donc, c'est un petit peu plus long que le 100 mètres. L'acide lactique est le produit final de la dégradation du glucose par voie anaérobique. La plus grande partie de l'acide lactique passe du muscle, comme on l'a vu dans le schéma, à la circulation sanguine par diffusion. Par la suite, l'acide lactique est capté par les cellules du foie, du cœur ou des reins qui peuvent l'utiliser comme source d'énergie. En outre, les cellules du foie peuvent reconvertir l'acide lactique en acide pyruvique ou en glucose pour le retourner dans la circulation sanguine en direction des muscles ou alors le convertir en glycogène qui sera emmagasiné dans le foie et les muscles. La voie anaérobique est inefficace mais rapide. Plus, ça ne procure que par molécule de glucose, environ 5% seulement de l'ATP que fournit la voie aérobie. Cependant, elle produit l'ATP environ 2 fois et demi plus vite. Par conséquent, lorsqu'il faut de grandes quantités d'ATP durant de courtes périodes d'activité musculaire soutenue de 30 à 40 secondes, la glycolyse peut fournir la plus grande partie si toutefois il y a assez de glucose et d'enzymes disponibles. Ensemble, les réserves d'ATP et de créatine phosphate et le système glycolide acide lactique peuvent entretenir une activité musculaire intense pendant presque une minute. Par la glycolyse, le métabolisme de la voie aérobique répond très efficacement à la demande d'énergie des activités musculaires intenses et brèves, mais elle a ses limites. D'une part, il faut d'énormes quantités de glucose pour produire des quantités limitées d'ATP. D'autre part, l'acide lactique qui s'accumule contribue à la fatigue musculaire et à l'origine, du moins en partie, de la douleur musculaire qui s'ensuit lors de l'exercice intense. OK? Donc, ça, c'est, nous avons vu deux premières parties. C'est l'heure où besoin les font exercices physiques intenses. Donc, gros exercice, comme par exemple, son péton courir sur 100 mètres. OK? C'était la première voie qu'on a vue là, qui est la phosphorylation directe. OK? Et si vous voulez faire exercice ça un petit peu puis longtemps, OK? Vous avez la deuxième voie, qui est la glycolyse et production d'acide lactique. OK? Et ces deux voies-là n'utilisent pas l'oxygène. Et avec deux principes ça, vous voyez ce qui peut arriver, par exemple, si ou pas ou à jeun, ou pas manger, ou pas de manger, et que un effort inattendu sans attendre qu'on a fait, et pour un moment qu'on est indisposé, on dit, oh, il une hypoglycémie. Et déjà là, on voit ce qui se passe. L'utilisation du sucre, OK, va descendre le taux de sucre. L'utilisation du sucre pour l'activité musculaire intense, bien que bref, mais intense, OK, va descendre le taux de sucre au niveau du sang. Or, ou l'autre organisme qui a besoin de sucre pour qu'à fonctionner, c'est le cerveau. Et mon cas indisposé, qu'à tomber, la personne peut tomber dans les pommes, OK, justement, parce que il va tomber en hypoglycémie à cause de cet effort intense. Maintenant, que va-t-il arriver si la personne doit faire un effort? OK? Mais pour beaucoup plus longtemps, par exemple, on qui fait marathon, on qui marché, ben ça, oh, OK? On va voir. Donc, on va voir maintenant la voie aérobique qui est la respiration cellulaire. Référence à votre cours de biologie cellulaire avec le fameux cycle de Krebs, OK? Qui va être résumé ici. Respiration cellulaire aérobie. Au repos et lors d'une activité musculaire légère ou modérée, même prolongée, 80, attendez, on dit qu'il y a quelqu'un, non, il y a personne. OK. 95% de l'ATP utilisé par les muscles est fourni par la respiration cellulaire aérobique. Donc, on se rappelle que les les deux premières voies, elles fournissent de l'ATP rapidement, mais il y a pas en pile ATP. OK?
comme c'est pour une action brève, donc, si ATP qu'on a besoin, voit ça suffisant. Maintenant, on va voir si on a besoin de beaucoup plus d'ATP. La respiration cellulaire aérobique se déroule dans les mitochondries. Elle nécessite la présence d'oxygène et fait intervenir une suite de réactions chimiques au cours desquelles les lésions des molécules de glucose et d'acide gras sont brisées. L'énergie ainsi libérée sert à la synthèse de l'ATP. La respiration cellulaire aérobie, donc qui demande de l'oxygène, commence par la glycolyse. Et c'est ce qu'on montre sur le schéma. Donc, voie aérobique, respiration cellulaire, sous énergie, le glucose. Acide, c'est pas seulement le glucose. Vous avez le glucose, l'acide pyruvique, les acides gras libres provenant du tissu adipeux, acide aminé provenant du catabolisme protéique. Donc, j'anticipe un peu, maintenant, on va le comprendre, pour ça, le monde en fait il est fort, ok, pendant assez longtemps, il va rouler graisse, ok, et si il pas joué de nourriture, à ce moment-là, mon nan pral manger musclé. Donc, la binzo, la bin maigre. C'est ce qu'on appelle la cachexie. Ok, côté que mon n'a pas joué suffisamment de glucose encore dans le sang, il va gagner graisse dans les tissus et que, qu'on y a l'obligé manger muscles, dégrader les muscles pour fournir de l'énergie au corps. Ok? Donc, la respiration cellulaire aérobie commence par la glycolyse. Ici. Okay? On commence d'abord par le glucose. Suivi de réactions qui ont lieu dans les mitochondries. Elle dégrade le glucose entièrement. Et les produits finaux de cette dégradation sont l'eau, le dioxyde de carbone et une très grande quantité d'ATP. Ouais? Vous avez 32 ATP, ok, qui vont se faire. Bon, la glycolyse se fait sans présence d'oxygène. OK? Donc, par diffusion, le glucose ainsi libéré passe, pardon, par division, le CO2 ainsi libéré passe du tissu musculaire au sang, puis il va être évacué par les poumons, OK? Soit directement grâce à l'hémoglobine, soit indirectement par la voie des bicarbonates. Bon, ça, c'est référence à votre physiologie respiratoire. Au début d'un exercice, le glycogène musculaire fournit la plus grande partie de l'énergie et qui est immédiatement disponible. Ensuite, les principales ressources d'énergie sont le glucose transporté par le sang, l'acide pyruvique provenant de la glycolyse, okay? Et on a vu dans la deuxième partie, on avait là pour la voie anaérobique, ok? Et vous avez formation d'acide pyruvique qui va fournir aussi le glucose. Et c'est pour cela que on avait dit qu'on n'avait pas besoin d'oxygène. Bon, il va. Heureusement, oui. Donc, je reprends au début de l'exercice, le glycogène musculaire fournit la plus grande partie de l'énergie. Ensuite, les principales sources de l'énergie sont le glucose, transporté par le sang, l'acide pyruvique, ok, provenant de la glycolyse et les acides gras libres, ok. Au bout d'environ 30 minutes, les acides gras deviennent la principale source d'énergie. Donc, ça veut dire que si mon a besoin maigri et que Wabdil fait sport, il doit faire un sport de plus de 30 minutes. Parce que pendant les 30 premières minutes, il va surtout brûler le sucre qui est dans son sang. OK? La respiration cellulaire aérobique fournit de grandes quantités d'ATP, on a vu ça, 32 molécules d'ATP par molécule de glucose, mais ce processus est relativement lent à cause de ces nombreuses étapes, sans compter qu'il nécessite un apport continu d'oxygène et de nutriments pour se maintenir en activité. Donc là, comme c'est la physiologie du muscle, on n'a pas repris le très grand cycle de Krebs. Okay? Donc, voici les trois façons de former l'oxygène.
OK? Et nous tout qu'on y a, OK? Si on a besoin maigri, OK? Et que le besoin maigri en faisant du sport, ça, on peut le recommander pour monde en fait. Mais on verra le reste, on n'a pas encore fini. Système énergétique mis en jeu pendant l'activité physique. Quelle voie prédomine en période d'exercice? Tant qu'elle dispose de quantité suffisante d'oxygène et de glucose, la cellule musculaire fabrique de l'ATP au moyen de réactions aérobiques. OK? Quand la demande en ATP se situe dans les limites de ce que peut fournir la voie aérobique, une activité musculaire légère à modérée peut se poursuivre pendant plusieurs heures. OK? Chez une personne, naturellement, en forme. Toutefois, lorsque la demande commence à dépasser la capacité des myocytes d'accomplir les réactions nécessaires assez rapidement, les voies anaérobiques commencent à procurer une partie de plus en plus grande de la quantité totale d'ATP produite. Le laps de temps durant lequel un muscle peut continuer de se contracter en utilisant les voies aérobiques est appelé endurance aérobique, alors que le degré d'intensité à partir desquels le métabolisme musculaire commence à utiliser la voie anaérobique est nommé seuil anaérobique. L'énergie nécessaire aux activités qui requièrent une puissance instantanée, mais qui ne dure que quelques secondes, par exemple, on capable de faire l'haltérophilie, plongeon, sprint, provient uniquement des réserves d'ATP et de CP, des créatine phosphate. Il semble que les activités qui nécessitent des bouffées d'efforts intermittents, comme le tennis, le football, la nage de 100 mètres, soient presque uniquement alimentées par la glycolyse. Les épreuves de plus longues, comme le marathon, la course à pied sur de longue distance, dans lesquelles l'endurance et non la puissance est essentielle, font appel principalement à la respiration cellulaire aérobique, alimentée à la fois par le glucose et les acides gras. Donc, vous les restes. Pendant une activité physique prolongée, les concentrations de créatine phosphate et d'ATP varient peu parce que l'ATP est produite aussi vite qu'elle est consommée. Comparativement à la génération d'énergie par voie anaérobique, la production d'ATP par la voie aérobique est assez lente, mais à quantité, comme on l'a vu, l'ATP produite est énorme. OK? Donc, on a un schéma qui résume tout. Là, vous avez donc une activité de courte durée, une activité, par exemple, pendant les 6 premières secondes, pour 6 secondes, l'ATP emmagasiné dans les muscles est d'abord utilisé et elle va suffire. 10 secondes, l'ATP est produite à partir de la créatine phosphate et de l'ADP. De 30 à 40 secondes, le glycogène emmagasiné dans les muscles est dégradé en glucose qui est oxydé pour produire de l'ATP. Mais c'est toujours la voie anaérobique. Maintenant, si on a besoin de beaucoup plus d'endurance, on le voit ici pour une activité prolongée, l'ATP est produite par la dégradation de plusieurs sources d'énergie provenant des nutriments pour la voie anaérobique. Donc, on commence par le sucre, le glycogène, les acides gras et ensuite les acides aminés. Fatigue musculaire. Ah, malheureusement, on n'est pas Superman. OK? Donc, une activité musculaire vigoureuse ne peut pas se produire indéfiniment. La fatigue musculaire est une incapacité physiologique de se contracter même si le muscle reçoit encore des stimulus provoqués ou rivets. On pourrait penser que la fatigue musculaire est principalement attribuable à l'épuisement de l'ATP. En fait, s'il est vrai que la quantité d'ATP à l'intérieur d'un myocyte diminue beaucoup lors de l'activité intense, la fatigue musculaire sert justement à prévenir l'épuisement complet de l'ATP dans le muscle, ce qui provoquerait la mort des myocytes et la rigidité cadavérique. OK? Et ce n'est pas un bon signe. Donc, si nous bien, ouais, ça nous dit là, OK, si le n'a fait mouvement, si n'a fait exercice musculaire, nous venons fatigués.
c'est pas parce que nous pas gain ATP encore dans le muscle, là. C'est parce que si fibre musculaire n'a pas recevoir ATP, il a tout mourir. Et à ce moment-là, chaque myocyte va subir ce qu'on appelle la rigidité cadavérique. OK? Oui, il y a une question? Donc, c'est pour éviter que nous détruisons muscle, hein. C'est ça qui fait que vous avez un phénomène fatigue musculaire. Et non pas parce que nous n'avons pas de ressources encore. OK? Donc, le mécanisme de la fatigue musculaire est complexe et encore peu connu. OK? Donc, le muscle nous-mêmes. Attendez, il y a quelqu'un qui a ouvert un tas de bruit. Donc, et la personne qui a son micro ouvert, ah, c'est qui m'a dit ça? Ok, bon. Ah, voyons vous ça. Donc, on sait toutefois donc la fatigue musculaire est causée par une altération du couplage excitation-contraction. Donc, on va jusqu'au au tout début du chapitre. Les altérations chimiques suivantes peuvent être en cause de la fatigue musculaire. On a les déséquilibres ioniques. Plusieurs déséquilibres ioniques contribuent à la fatigue musculaire. Pendant la transmission des potentiels d'action, les myocytes perdent aussi du potassium qui s'accumule dans les liquides des tubules et gagnent du, du sodium. Ces changements perturbent à leur tour, les amis, perturbent, il y a trop ça, à leur tour le potentiel de membrane des myocytes et réduisent l'ampleur du potentiel d'action. Il s'ensuit une diminution du mouvement des protéines sensibles au voltage dans les tubules T, ce qui limite alors la libération du calcium par le réticulum sarcoplasmique. Autre phénomène qui pourrait expliquer ça, l'accumulation de phosphate inorganique. En théorie, au cours d'une activité physique de courte durée, l'accumulation de phosphate inorganique, ok, provenant de la dégradation de la créatine phosphate et d'ATP peut altérer la libération de potassium par le réticulum sarcoplasmique. Okay? Elle peut aussi modifier la libération de phosphate inorganique par la myosine et donc affaiblir la phase active de cette dernière. Diminution de l'ATP et augmentation du magnésium. OK? Normalement, l'ATP se lie avec le magnésium dans la cellule, de sorte qu'il y a diminution de l'ATP et augmentation de magnésium. Lorsque la baisse de l'ATP s'accompagne d'une hausse de magnésium, les protéines voltage dépendantes présentes dans le tubule T réagissent en ralentissant la libération de calcium par le réticulum sarcoplasmique et on a vu que ça va empêcher la contraction musculaire, le mouvement des fibres musculaires. Diminution et enfin diminution du glycogène. La fatigue musculaire est étroitement associée à la diminution du glycogène. On se rappelle encore ce qu'il faut retenir qui est très important, la fatigue musculaire, c'est pour protéger le muscle. On a longtemps pensé que l'acide lactique était l'une des principales causes de la fatigue musculaire et que c'est et qu'une trop grande accumulation intracellulaire d'acide lactique élevait le taux d'ion H+, donc on avait une acidocétose et altérait les protéines contractiles. Bien que l'acide lactique et le pH contribuent tous deux à la sensation de douleur durant l'exercice, aucun de ces deux facteurs ne semble causer directement la fatigue musculaire. En règle générale, les exercices intenses de courte durée entraînent rapidement la fatigue, mais la récupération est également rapide. Okay? Par exemple, après un sprint, le pH des myocytes peut se rétablir en une trentaine de minutes. À l'opposé, la fatigue qui s'accumule petit à petit au cours d'un exercice de faible intensité, mais de longue durée, peut nécessiter plusieurs jours de récupération pour être entièrement éliminée. C'est le cas, par exemple, d'une personne qui court le marathon.
il semble que ce type d'exercice endommage le réticulum sarcoplasmique, altérant ainsi la régulation et la libération des ions calcium et de ce fait l'activation des muscles. Donc, imaginez une activité comme le football, ok, où la personne fait 2 fois 45 minutes, elle a besoin de récupérer. Et depuis, oui, avec ce style d'information, ça, ou qu'à comprendre pourquoi est-ce que certains sportifs de haut niveau, à qui on demande trop et à qui on ne permet pas de se reposer suffisamment, parce que, depuis nèg la frontière effort physique, c'est comme que club l'a fait, ok? Que ces personnes-là finissent par ruiner leur santé. Bon, déjà, au niveau des articulations, en particulier le genou, ok? L'arthrose va se réveiller, l'arthrose va venir plus rapidement. Et maintenant, cette personne-là va épuiser son corps parce qu'il n'a pas le temps de récupérer. Le football, c'est à la fois un marathon et à la fois, c'est un marathon dans lequel il y a un tas de sprints de 100 mètres, de 200 mètres. Donc, vous imaginez, Jean Moussa, ok, déjà lors de l'entraînement, il se fatigue. Lors du match, il se fatigue un petit peu plus. Donc, imaginez l'état musculaire, par exemple, d'une équipe qui a gagné la Coupe du Monde. Donc, ça, faut opposer. Mais malheureusement, une semaine après, ouais que ils ont fini avec la Coupe du Monde, ils ont un autre championnat pour entrer là-dedans. C'est l'excès de consommation d'oxygène post-exercice. En gros, il dit que même leur fin fait exercice, ok, le muscle va se comporter comme un muscle qui est en pleine action et qui a besoin d'oxygène. Ok? Même après l'exercice. C'est pour ça qu'on parle d'excès de consommation d'oxygène après l'exercice. OK? Qu'il y a fatigue ou non, l'exercice vigoureux provoque d'importants changements dans les caractéristiques chimiques du muscle. Pour qu'un muscle revienne à l'état précédent, l'exercice, à l'état précédent de l'exercice, tous les événements suivants doivent se produire. Les réserves d'oxygène du muscle, emmagasinées dans la myoglobine, doivent être remplacées. L'acide lactique qui a été accumulé doit être reconverti en acide pyruvique. Les réserves de glycogène doivent être reconstituées. Nouvelles réserves d'ATP et de créatine phosphate doivent être établies. L'utilisation des réserves de muscles durant une activité anabolique est simplement reportée quand de l'oxygène est utilisé, car la reconstitution de ces réserves requiert la consommation d'oxygène et le métabolisme aérobique une fois l'exercice terminé. De plus, le foie doit convertir en glucose et en glycogène tout résidu d'acide lactique libéré dans le sang durant l'activité musculaire. Lorsque l'activité aérobique prend fin, le remboursement de cette dette peut commencer. Ainsi, la dette d'oxygène a été définie comme la quantité d'oxygène supplémentaire qui devra être consommée par l'organisme pour que tous ces processus de rétablissement puissent avoir lieu. Toutefois, le terme excès de consommation d'oxygène post-exercice ou l'acronyme EPOC en anglais ou encore le terme post-combustion serait plus approprié. Cette expression caractérise mieux la différence entre la quantité d'oxygène nécessaire à une activité musculaire totalement aérobique d'une part et la quantité qui a été effectivement consommée d'autre part. Toutes les ressources d'ATP non aérobiques présentes durant l'activité musculaire contribuent à cette dette. Donc, c'est un va compliqué. Il veut dire que lorsque vous avez fini de faire votre activité musculaire, le corps aura besoin pour, pour le cas reprendre toute ressource que le perdu dans l'activité ordinaire, ça, le corps aura donc besoin d'encore plus d'oxygène, ok, pour constituer tout ça. Et c'est la dette en oxygène que vous avez. Ok? Dégagement de chaleur pendant l'activité musculaire. Ça, on va voir le rendement. Bien que le muscle ait un rendement énergétique nettement supérieur
à celui de nombreux dispositifs mécaniques. Le muscle, il donne plus de rendement qu'une voiture. Seulement 40% environ de l'énergie, seulement 40% environ de l'énergie libérée par la contraction musculaire est convertie en travail utile. Le reste est transformé en chaleur, avec laquelle l'organisme doit composer pour maintenir son homéostasie. Autrement dit, fort organisme fond bagaille pour le cas refroidi et pour que il va venir trop chaud. Bon, si on a le temps de voir la peau, on verra ça. Au début d'un exercice musculaire intense, vous vous mettez à avoir chaud parce que votre sang s'échauffe, un peu comme le système de refroidissement d'une voiture. Plusieurs processus homéostatiques empêchent la température d'atteindre un niveau dangereux. Et la peau, okay, elle est très utilisée. Et le corps utilise la peau pour évacuer le trop-plein de chaleur. La transpiration et le rayonnement de chaleur par la peau font partie de ces processus. La transpiration, lorsque l'eau produite lors de la transpiration s'évapore, elle produit un froid et refroidit la peau. Les frissons, à contrario, donc les frissons représentent l'autre extrême lors de l'ajustement homéostatique. Si le fret, ok, le corps a perdu trop de chaleur et tous les muscles vont se mettre à vibrer en même temps et ils ont pour rôle de produire la chaleur nécessaire pour ça. Donc on verra ça, c'est quand on vous verrez la fièvre ou avec moi, on verra ça avec la peau. Donc maintenant, on a fini avec cette section. Voyons, plusieurs facteurs déterminent la force, la vitesse, la durée des contractions des muscles squelettiques. Les objectifs d'apprentissage. À la fin de ça, on doit pouvoir énumérer et décrire les facteurs qui déterminent la force, la vitesse et la durée de la contraction des muscles squelettiques. Décrire les trois grands types de myocytes squelettiques. Expliquer les différentes caractéristiques structurelles et fonctionnelles de chaque type en fonction de la vitesse de la contraction et de la voie de production de l'ATP. Expliquer les avantages relatifs de chaque type de myocyte dans l'organisme. Bon, on y va. Force de la contraction musculaire. Comme d'habitude, il y a un petit schéma qui résume le tout. La force de la contraction musculaire est tributaire du nombre de ponts d'union, on se rappelle, les ponts d'union de myosine qui sont attachés, lequel dépend lui-même de quatre facteurs. Les deux premiers ont été décrits. Il y a la fréquence de stimulation. Lorsque la fréquence de stimulation de muscle est rapide, on se rappelle, il y a sommation. Donc, il y a une sommation temporelle des contractions qui deviennent de plus en plus vigoureuses et finissent par engendrer un tétanos. On se rappelle de ça. Donc, plus la stimulation des muscles est rapide, plus la force qu'il génère est grande. Deuxième facteur, le nombre de myocytes stimulés. OK? Donc, et ici, oups, désolé. Donc, sur le schéma, le premier facteur est montré ici. La sommation qui finit par arriver à un tétanos. Maintenant, le nombre de myocytes stimulés, comme l'a déjà expliqué, le nombre d'unités motrices recrutées est élevé. Plus le nombre d'unités motrices recrutées est élevé, plus la contraction musculaire est vigoureuse. Et maintenant, les deux autres facteurs qu'on n'avait pas vus, OK, la taille des myocytes, OK, et la longueur des muscles et des sarcomères, ça va être un petit peu compliqué, c'est pour ça qu'on a un autre schéma qui va venir parler de ça. Donc, la taille des myocytes stimulés, plus le muscle est volumineux, plus il est épais et large, plus la tension qu'il peut exercer est considérable. Les gros myocytes des grosses unités motrices volumineuses produisent des mouvements les plus puissants qu'on a au niveau des muscles du membre inférieur. Et l'exercice physique régulier renforce les muscles par hypertrophie, donc on a vu une augmentation de la taille et non du nombre de cellules musculaires. Donc, avant, si vous vous rappelez, avant 15 ans, avant 20 ans,
lorsque vous faites du sport, non seulement vous augmentez la taille de vos muscles par hypertrophie des fibres musculaires, mais vous augmentez le nombre de fibres musculaires. Après ça, une fois que vous avez dépassé les 22 ou 23 ans, je me souviens plus très bien de l'âge, vous ne pouvez que faire l'hypertrophie musculaire, vous ne pouvez pas augmenter le nombre de fibres musculaires. Donc, moun qui fait sport, puis bonheur, ok, ils vont avoir des muscles plus gros que ceux qui commencent un petit peu plus tard. Donc, le degré d'étirement du muscle. OK? En gros, ça dépend de Jean, ouais, Jean Motola, Jean Musclin, yeah. OK? Si Musclin fortement raccourci, vous voyez que la force est grande, mais pas tellement grande. Parce que si il est à leur longueur au repos, OK, ça devient optimal. Mais si muscle déjà détiré pour le contracter, ça ne va pas. Donc, c'est ce qu'on va voir dans le LAMS. Degré, donc, la force musculaire va dépendre du degré d'étirement du muscle. Si on étire un muscle à divers degrés et qu'on le stimule ensuite pour qu'il se tétanise, la tension active que le muscle peut produire varie en fonction de la longueur. La quantité de tension qu'un muscle peut générer durant une contraction isométrique, donc, pour contracter le muscle mais ou pas, et il pas raccourci, OK? À différentes longueurs, c'est-à-dire le rapport longueur-tension peut être représenté graphiquement comme sur ce qu'on a bien sur ce qu'on vient de voir. Le rapport longueur-tension idéal correspond à l'état du muscle quand il est presque au repos. Lorsque les filaments minces et les filaments épais se chevauchent de façon optimale. Car le glissement peut alors se produire sur presque toute la longueur des filaments minces. Okay? Si le myocyte est étiré au point que les filaments ne se chevauchent pas du tout, comme ici, les têtes de myosine, si tête que nous avons là, nous pas grand pile tête de myosine on n'a pas beaucoup de têtes de myosine qui sont en rapport, les têtes de myosine ne peuvent pas se lier aux filaments d'actine, comme c'est le cas ici, et produire une tension. À l'autre extrême, ici, si les sarcomères sont comprimés au maximum, les filaments minces se touchent et se gênent mutuellement, si bien que le raccourcissement possible est nul ou très faible. Il y a le cas ici. Dans l'organisme, les muscles squelettiques restent près de leur longueur optimale au repos. Normalement, nos articulations interdisent, heureusement, les mouvements des os qui produiraient un étirement des muscles au-delà des limites de la plage optimale. Donc ça, c'est grâce à nos articulations qu'on arrive à ce point. Vitesse et durée de la contraction. La vitesse de contraction et sa durée avant qu'apparaisse la fatigue musculaire sont variables. La vitesse, par exemple, peut être aussi rapide que 1/40e de seconde dans les muscles externes de l'œil, qui permet des déplacements très précis parce qu'on a besoin de ses yeux, surtout sous une zone et pour pas qu'on qui soit, faut regarder tout côté bien fait. OK? Ou aussi lente que 1/3 de seconde dans le muscle des membres inférieurs, comme par exemple, on dit le muscle solaire de la jambe, qui joue un rôle de support. Ces caractéristiques dépendent du type de myocyte, de la charge et du recrutement des unités motrices. OK? Donc, ça dépend du type des myocytes. On a donné trois. Ça va dépendre, comme on a dit, du type des myocytes. Un, de la charge, deux, et du recrutement des unités motrices. Donc, on va voir le type des myocytes. Il existe plusieurs façons de classer les myocytes. OK? Mais il sera plus facile de comprendre si on commence par examiner attentivement les deux principales caractéristiques fonctionnelles, qui sont la vitesse de contraction, OK? Euh, voilà. Donc, il faut qu'ils sont la vitesse de contraction et la durée de contraction. OK?
Donc, c'est facteur qui détermine la vitesse et la durée de contraction du muscle. La prédominance des myocytes glycotiques à contraction rapide, ils sont fatigables, ok? La charge, une charge de dire une augmentation de recrutement des unités motrices, ok? Et prédominance des myocytes oxydatifs à contraction lente. On va voir ces mots compliqués, ce qu'ils veulent dire. Donc, du point de vue de la vitesse, vélocité du raccourcissement de contraction ou contraction, on distingue les myocytes à contraction lente et les myocytes à contraction rapide. La vitesse de contraction de ces cellules est fonction de la vitesse à laquelle les ATPases de leurs myocytes cèdent, ok, l'ATP, et donc du type de chaîne lourde de myosine présent. Comme nous l'avons déjà mentionné, il existe plusieurs isoformes différentes de chaînes lourdes de myosine dans les muscles squelettiques. La vitesse dépend aussi du type d'activité électrique des neurones moteurs de ces myocytes. La durée d'une contraction varie en outre selon le type de myocyte et la vitesse à laquelle les ions calcium sont déplacés dans le cytosol. Je rappelle, c'est dans le cytosol vers le réticulum sarcoplasmique. On se rappelle que c'est la concentration de l'ion calcium qui va permettre le glissement des fibres d'actine et de myosine. Okay? Les cellules dépendent essentiellement aussi des voies aérobiques consommatrices d'oxygène pour produire de l'ATP et sont donc appelées myocytes oxydatifs. Celles qui sont d'abord tributaires de la glycolyse, ok, à partir de ces deux critères, nous pouvons classer les cellules musculaires squelettiques dans l'une des trois grandes catégories, de l'une des trois grandes catégories suivantes. Ok? Vous avez les myocytes oxydatifs à contraction lente, ok? C'est le type 1. Et vous avez le type 2 qui est divisé en deux parties. Les myocytes oxydatifs à contraction rapide, ok? Et les myocytes glycotiques à contraction rapide. Donc, c'est ce que nous voyons dans ce tableau. Donc, c'est la caractéristique structurelle et fonctionnelle des trois types de myocytes squelettiques. Ok? Donc, nous avons les myocytes oxydatifs à contraction lente de type 1, les myocytes oxydatifs à contraction rapide de type 2A, OK? Et les myocytes glycotiques à contraction rapide, c'est le type 2B. Donc, contraction lente, c'est type 1. Contraction rapide, c'est type 2. Et vous avez A et B. Contraction rapide, OK? Myocyte qui utilise un myocyte oxydatif et contraction rapide qui utilise un myocyte glycotique. Et pour ces trois types de myocytes squelettiques, vous avez des caractéristiques différentes. Vous avez un, caractéristiques métaboliques. Deux, activités pour lesquelles chaque catégorie de myocytes est mieux adaptée. OK? Et caractéristiques structurales, c'est le diamètre caractéristique structurale. Alors, donc, maintenant, caractéristiques métaboliques. Pour les myocytes oxydatifs à contraction lente. Donc, la vitesse est lente. L'activité de la TPase dans la myosine est lente. Et comme c'est un truc qui est lent, donc ça va utiliser de l'oxygène. Voie principale de la synthèse, c'est aérobique. Concentration de la myoglobine est élevée, parce que si ça utilise de l'oxygène, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui transporte cet oxygène, qui est la myoglobine. Donc, les concentrations de myoglobine seront élevées. OK? Les réserves en glycogène seront faibles puisqu'il va utiliser de préférence le glucose qui se trouve dans le sang. OK? Et l'ordre des recrutements des unités motrices, c'est, premier, la vitesse de fatigue, elle est lente, puisque c'est ce qu'on a besoin lorsqu'on a besoin de faire, par exemple, un marathon. OK? Et maintenant, pourquoi ça va servir, les activités? Voilà ce que j'avais dit. Activités d'endurance telles que le marathon au maintien de la posture.
OK? Exemple, lorsque vous demandez au soldat au garde à vous, tout, bah, donc c'est ce type de myocyte. Il a besoin. Caractéristiques structurelles, les myocytes sont de petit diamètre. Naturellement, comme ça utilise la respiration cellulaire, ils auront beaucoup de mitochondries. Pour apporter tout, il faut apporter l'oxygène. Donc, il faut beaucoup de capillaires. OK? Et comme il y a beaucoup de myoglobine, ces fibres musculaires seront rouges. Maintenant, pour les myocytes oxydatifs, on va faire la même réflexion. OK? C'est à contraction rapide. Donc, vitesse de contraction rapide, activité de la tépase de la myosine rapide, principale voie de synthèse, c'est aérobie, un peu de glycolyse par voie et un peu de glycolyse par voie anaérobie. Concentration de myoglobine, elle doit être aussi élevée, OK, pour justement apporter l'oxygène, OK. On a bien dit myoxyde oxydatif, OK. Ensuite, réserve d'oxygène, elles sont moyennes. Donc, pardon, réserve de glycogène moyenne. OK, ordre de recrutement des unités motrices, c'est le deuxième, c'est moins important. Et vitesse de fatigue intermédiaire. Donc, c'est résistance modérée à la fatigue. Et on appelle ça pour le sprint et la marche. Des myocytes de diamètre intermédiaire, il faut quand même de nombreuses mitochondries, parce que ça utilise l'oxygène oxydatif. Ça doit être bien irrigué, OK? Et la couleur, comme ça, un petit peu moins de myoglobine et moins de capillaires, c'est de rose à rouge. Est-ce que les myocytes glycotiques à contraction rapide de type B, OK, on va voir certaines variables. Par exemple, la voie principale de la synthèse d'ATP, ça va être la glycolyse. Donc, il n'a pas besoin de beaucoup de myoglobine. Parce qu'il n'a pas besoin de beaucoup de myoglobine, la couleur sera blanche. Les réserves en glycogène sont élevées, puisque c'est ce qu'il va utiliser d'abord. OK? Et c'est très peu résistant. Et on va utiliser ces myocytes-là dans les mouvements puissants ou intenses de courte durée, tant qu'on leur va faire, OK, le va jouer tennis, lorsque tu vas faire un sprint. Et voilà ce que le tableau explique. Deuxième chose que nous avons, c'était la charge et recrutement des unités motrices. Étant donné qu'ils sont fixés aux os, les muscles rencontrent toujours une certaine résistance. Okay? Parce qu'il faut faire bouger l'os. Ou charge lorsqu'il se contracte. OK? Comme vous pouvez vous en douter, il se contracte plus vite lorsqu'il n'y a pas de charge supplémentaire. L'on va essayer et faire flexion pour nous, baguer en ken baguer en main, OK? Les muscles vont se contracter plus vite. Plus la charge est importante, plus la période de latence est longue et plus le raccourcissement est lent et de courte durée. Tout comme une équipe nombreuse occupée à un projet arrive à accomplir la tâche plus rapidement et peut travailler plus longtemps, plus il y a d'unités motrices qui se contractent, plus les contractions sont rapides et prolongées. Donc, ça dépend de ce que vous voulez prendre. Donc, plus la charge est grande et plus à ce moment-là, le raccourcissement des muscles est de courte durée. Plus la charge est grande, plus le raccourcissement des muscles est de courte durée. Et plus la charge est grande, plus le raccourcissement est là. Comment le muscle squelettique s'adapte-t-il à l'exercice physique? Et là, vous allez apprendre ce que vous savez déjà. Comparer les effets exercices sur les muscles squelettiques par les exercices d'endurance, on appelle aérobique. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'oxygène. Et par les exercices contre résistance, auxquels on va faire, vous allez soulever des charges. La somme de travail effectuée par un muscle engendre des modifications du muscle lui-même. Lorsqu'on utilise souvent ou de façon soutenue, les muscles peuvent gagner en taille lorsqu'on les utilise. OK, souvent ou de façon soutenue, les muscles peuvent gagner en taille ou en force ou devenir plus efficaces et résistants à la fatigue. On sait que c'est pour ça qu'on a besoin de l'entraînement. Les bénéfices que procure l'exercice reposent sur le principe de la surcharge. Quand on oblige un muscle à fournir son maximum de travail, sa force et son endurance augmentent.
Donc là, ce sont des choses qu'on sait déjà. OK? Et là, après, vous avez l'impression qu'on équipe information qu'on va connaître. Ça augmente ce que vous savez parce que on utilise un texte qui est beaucoup plus long. Quand le muscle s'habitue à fournir son maximum d'efforts, une surcharge doit lui être imposée pour qu'il travaille davantage. On ça, si qu'on a levé 10 livres, on finit habitué avec lever 10 livres là, l'on besoin de faire muscle en travail un petit peu plus, on est obligé de mettre sous lit. OK? Quand vous courez, quand vous faites commencer, tu fais un 100 mètres, ou essoufflé. OK? Après ça, quand tu es habitué à faire le 100 mètres sans rien essouffler, si tu veux que ton muscle continue à travailler, on fait 200 mètres. OK? C'est ce qu'on vous dit dans sa ailleurs, quelles que soient ses causes, l'inactivité amène toujours un affaiblissement, une diminution du volume des muscles. OK? Vous songez l'un des jeunes le monde qui a besoin d'aller dans un bon carnaval, eh bien, la demi-heure ou l'heure avant ou entrer dans le carnaval, ou à le battre fait pour pas être bonnet, parce qu'on connaît que, après un certain temps, que on va faire exercice, muscle va faire atrécir. Ça, c'était comment le muscle s'adapte à l'exercice physique, autrement dit, OK, ça expliqué pour qui ça, OK, de plus en plus, faut augmenter l'exercice pour continuer à avoir l'amélioration du muscle jusqu'à ce que, pour arriver au point où pas calme plus loin. Maintenant, les types d'exercices, exercice aérobique ou d'endurance, OK, et jogging, tout bagage ça, oh. Les exercices aérobiques, pas jogging, non, ah, ça. Lorsque on fait un petit bagage, on va courir, ouais, je monte là, aérobique, voilà, c'est aussi aérobique, oui. Les exercices aérobiques ou d'endurance, comme la natation, la course à pied de longue distance, la marche rapide, le ski de fond et le cyclisme entraînent plusieurs modifications caractéristiques des muscles squelettiques. Le nombre des capillaires qui entourent les muscles augmente jusqu'à 10% de plus. Le nombre de mitochondries, on a vu que pour ce genre d'exercice, on a besoin d'oxygène et pour la formation des 32 molécules d'ATP et que ça se fait dans les mitochondries. Donc, le nombre de mitochondries va s'accroître également. Les myosites synthétisent plus de myoglobine parce qu'on a besoin de l'oxygène. C'est la myoglobine qui apporte jusqu'à 80% de plus. Ces changements se produisent dans tous les types de myosites, mais sont plus évidents dans les myosites qui en ont besoin, c'est-à-dire les myosites oxydatifs à contraction lente, dont le fonctionnement dépend principalement des voies aérobiques. Ces transformations permettent un métabolisme musculaire plus efficace, une endurance accrue, une force plus grande, une meilleure résistance à la fatigue. De plus, la pratique régulière d'exercices d'endurance peut mener les myosites glycotiques à la contraction rapide et se transformer en myosites oxydatifs à contraction rapide. Donc, le corps, quand il transforme les myosites pour avoir ce qu'il fait. Et ça, OK, il va utiliser, on se rappelle, la grosseur des fibres musculaires. Elles ne sont pas grosses, elles sont moyennes ou moins grosses. Donc, ça fait que on va le sport, d'où on travaille finition. C'est comme ça, parce que vos muscles vont être à bien tracés, mais les muscles ne vont pas être saillants. OK? Par contre, si vous songez tableau que vous ouais, tableau voilà. OK? Et le diamètre des myocytes, il est intermédiaire. OK? Ou bien petit. Donc, le monde qui courit, qui fait bicyclette, ben ça, il va pas avoir de très gros muscles. Atrophie musculaire, bon, lorsque le muscle ne travaille pas, on le voit ici, il s'atrophie. OK? Ça peut venir lorsque la personne n'a plus d'activité physique, par exemple, si on est sédentaire, bon, ça veut dire, OK? Ou bien ça peut arriver lorsque le muscle va perdre son nerf. Les muscles renouvellent constamment leur protéine contractile. On a observé que dans les petits muscles, un renouvellement complet s'accomplit en 2 semaines. Autrement dit, vous imaginez votre œil, OK? Chaque 2 semaines, vous renouvelez complètement, OK, vos protéines contractiles pour l'œil. Mais pour demeurer en forme, les muscles doivent être actifs. L'immobilisation complète, par exemple, on met une plate pour monde qui ont pied cassé, et l'on retire plate ou est côté que t'es plate li, puis petit. Donc, l'immobilisation complète pendant un séjour forcé au lit ou à la suite de la perte de stimulation nerveuse, lorsque le nerf est coupé,
ça va entraîner une atrophie due à l'inactivité. Et ça s'explique par la dégénérescence et la perte de masse à raison d'une dégradation des protéines plus rapide que le remplacement. Lorsqu'on commence à vivre grand monde tout, vous perdez plus de protéines, vous perdez la capacité de remplacer vos protéines. Ça fait que le monde, il perd du muscle. Ok, c'est la sarco, bien terme. Donc, vous cherchez le terme pour moi. Sarcopénie, voilà. OK? Et là, on commence à faire sport, le muscle va recommencer à devenir normal. OK? OK? Quand le muscle ne reçoit pas, ne marche pas, sa force musculaire peut décroître de 5% par jour. Même au repos, les muscles reçoivent du système nerveux de faibles stimuli intermittents. OK? Lorsqu'il est entièrement privé de stimulation nerveuse, un muscle paralysé peut s'atrophier jusqu'à atteindre le quart de son volume initial. Regardez, regardez les muscles des paraplégiques. Pratiquement, c'est la peau et les os. Le tissu musculaire finit par être remplacé par du tissu conjonctif fibreux. Et la récupération, OK, complète du muscle pourrait être peut-être plus longue que la période durant laquelle il a été immobilisé. On peut retarder l'atrophie d'un muscle qui a subi une dénervation par des stimulations électriques régulières en attendant de savoir si les neurofibres endommagées pourront se reconstituer. Et c'est pour ça qu'une personne qui a fait un stroke, OK, vous voulez faire physiothérapie, non pas pour euh, en espérant que le muscle va recommencer à travailler, non, tout simplement pour que si la fibre musculaire qui était dans une phase de neurapraxie, c'est-à-dire que où elle était une phase de sidération ou fibre musculaire pour un certain temps, il pas envoyé message. OK? Pour la récupération du muscle, OK? On essaie d'entretenir la contraction musculaire pour que le muscle soit tonique lorsque le nerf va recommencer. OK? Mais après 6 à 8 mois, ce n'est plus la peine parce que c'est sûr que la fibre nerveuse ne va pas envoyer son message. Mais c'est pour cela que la personne qui fait le stroke, pendant les 6 premiers mois, lui, au modèle, elle fait physiothérapie. Parce que la personne est paralysée. Le stroke, c'est la moitié du corps. Et exercice contre résistance, ça c'est mon cas mal fait. OK? Les exercices d'endurance qui nécessitent un effort musculaire modéré mais prolongé n'entraînent pas une hypertrophie notable des muscles squelettiques, même si l'exercice dure des heures. OK? Tandis que l'hypertrophie musculaire, comme celle des biceps brachiaux, des haltérophiles professionnels, est surtout conséquente des exercices contre résistance intensive. Donc, sous-bat fait pendant une longue période, muscle à moins gros que si vous battez un bon fait pendant une plus courte période. OK? Donc, l'hypertrophie musculaire, comme celle des biceps brachiaux, des haltérophiles professionnels, est surtout conséquence d'exercices contre résistance intensifs, ok, comme le lever de poids, les exercices isométriques dans lesquels une forte résistance ou un poids immobile est opposé au muscle. Ici, la force et non l'endurance qui importe. Ok? C'est la force et non l'endurance qui importe. Quelques minutes d'exercice contre résistance suffisent tous les jours. Tous les 2 jours suffisent. Elles permettent d'augmenter la masse musculaire jusqu'à 50% en une année. Donc, il faut quand même attendre une année. Il ne faut pas comprendre que on est quand il est en club sportif là, et vous vous collègues du jour au lendemain. OK? Le minimum de temps, si vous faites le truc pour Carbonex, ça, c'est 3 mois. C'est après 3 mois que vous commencez à voir réellement le résultat. L'augmentation du volume musculaire reflète surtout une dilatation de chaque muscle, j'aime dire, OK? Et non une modification du nombre des myocytes. OK? Et donc, la taille du muscle proviendrait en partie de la séparation longitudinale ou des déchirures de myocytes et de la croissance subséquente de cellules divisées. OK? Donc, tout ça pour vous dire que, à partir de certain âge, lorsque les muscles montent, c'est parce que c'est une hypertrophie. Et lorsque vous arrêtez de faire mouvement, automatiquement, le muscle va reprendre, va diminuer. Il va pas diminuer, mais il va quand même diminuer. Voilà. C'est tout pour le fonctionnement des muscles. Le prochain chapitre qu'on verra, c'est sur l'action des muscles avec les os, avec le principe des leviers. OK? Et bon, je remercie, je demande déjà au major de me dire quand est-ce que la session finit.
pour savoir si je pourrais voir avec vous la peau. C'est fini pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Ce qui est comique, c'est que tout ça, pour tout simplement dire que lorsqu'on ne fait pas de sport, on n'a pas beaucoup de pistes. Donc, comme je vois qu'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Au revoir tout le monde. Et je vous donne rendez-vous au prochain cours.